Merci beaucoup. Je pense que vous avez convaincu avec beaucoup qui étaient déjà convaincus, comme vous l'avez compris avant. Mais c'est très important de voir comment tout ça s'est structuré et comment on y a accès et comment on peut aider ceux qui n'ont pas l'information d'accéder en fait à toutes ces pratiques. On va pouvoir partager un temps de questions si vous le souhaitez. J'avais deux questions. Je vais commencer, puis après je vous donne la parole. J'ai deux questions qui sont anti-écologiques. La première question, est-ce qu'il y a une place, parce que ce n'est pas toujours facile de refaire du renforcement musculaire et autres quand on a un certain âge, quand on a un certain handicap, de l'électrostimulation pour le muscle. Et il y a des recherches sur la sarcopénie, par exemple, sur les injections d'antimyostatine et autres, où ça en est en cancérologie, si vous avez des informations sur ça. Je vais commencer alors. Les pistes de recherche sur des solutions soit nutritionnelles, soit médicamenteuses pour limiter la sarcopénie et la cachexie, malheureusement, sont encore assez peu convaincantes. Il y a pas moins de quelques jours a été publié un très gros travail multicentrique international sur un médicament dont on attendait beaucoup de choses et qui s'est avéré totalement négatif, comme beaucoup d'autres auparavant. Quelles sont les choses intéressantes qu'on suppute pouvoir être mis dans des cocktails nutritionnels? Alors déjà, il y a quelque chose qui commence à être intéressant, c'est d'associer les protéines du lactosérum, c'est celles qu'on trouve dans justement les checkers de nos jeunes qui essayent de faire de la masse musculaire. Donc le petit lait, la whey protéine comme on dit. Donc ça, à des quantités relativement importantes associées à des oméga 3, des huiles de poisson et de la vitamine D, ça empêche la dégradation de la masse musculaire chez des gens qui font de l'activité physique au cours de traitements de chimiothérapie en situation métastatique. Voilà. Donc il y a 3 publications maintenant. Donc ça, ça nécessite maintenant des études de plus grande envergure pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est sur le pan, on va dire, nutritionnel, c'est ce qui semble intéressant. Du côté médicaments, ce qui semble intéressant, c'est les agonistes des récepteurs aux androgènes. Ça, c'est rigolo. Et en particulier un qui s'appelle l'énobosarm, qui pourrait d'ailleurs avoir, d'après ce que j'ai compris, une action antitumorale dans le cancer de la prostate, mais surtout qui a une action anabolique sur le muscle, à condition de faire de l'activité physique, évidemment, qui est assez intéressante, qui est assez probante. Il y a 3 études en cours actuellement, où il y a évidemment une prise en charge multidisciplinaire avec la prise en charge diététique et l'activité physique, qui vont peut-être amener des résultats. Mais bon, pour l'instant, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous promettre que ça sera fantastique. On est souvent assez déçus. Pourquoi? Parce que dans les études médicamenteuses, très souvent, les développeurs, les industriels oublient d'associer les autres pans de la prise en charge multidisciplinaire. Et malheureusement, que ça soit pour les médicaments qui agissent sur le GDF15 ou l'anamoréline, qui est un analogue de l'hormone qui stimule l'appétit, qui s'appelle la gréline, malheureusement, ils n'avaient pas fait ce travail-là. Donc, les travaux sont souvent décevants de ce fait-là. Peut-être quand même c'est une piste intéressante, mais pour l'instant, pas de standard, pas de recommandation en tout cas. Oui, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Comment il s'appelle ce médicament dont l'étude est négative? L'anamoréline, d'accord. Non, mais je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est super important, c'est que maintenant, donc, avec l'IA, on va pouvoir, par un scanner qu'on fait systématiquement pour tous les patients pour le suivi de la maladie, pouvoir regarder donc, au niveau de L3, ou en tout cas en fonction de la vertèbre, L3, donc la masse graisseuse, ça va être fait pratiquement en un quart de seconde. Et donc, du coup, dans les comptes rendus de scanner, on aura ça également. Donc, du coup, ça va faire intervenir plus les médecins sur cette nécessité de présenter le patient au nutritionniste, etc. etc. Et donc, alors qu'avant, c'était compliqué, il fallait prendre, ça demandait 5 à 10 minutes par malade pour le calculer.
ce qu'on ne faisait jamais. Et là, si l'IA y arrive, ça va changer les pratiques. Et l'autre question qui était sur le couplage de l'électrostimulation à l'activité physique. Ça marche? Oui, ça marche. Aucune idée. Et là, je suis curieuse de savoir ce qu'en pensent les médecins. En tout cas, nous, de notre côté, on ne la pratique jamais. Et on va aller mettre en mouvement des personnes qui sont même en situation d'être alitées. C'est-à-dire qu'on va trouver à chaque fois l'endroit où ça peut encore bouger et comment faire un petit pas. Et on a eu toute une campagne cette année qui s'appelle « Les grandes victoires sont faites de petits pas ». Et où on voit qu'il y a Paulette, championne du 150 mètres de couloir. Bah oui, parce que des fois, c'est ça. Et donc, nous, on va vraiment travailler à chaque fois sur cette thématique-là. Et on n'a jamais exploré cette technique-là. Donc, je ne sais pas vous répondre. Je dis ça aussi parce que bon, le renforcement musculaire prescrit chez les kinésithérapeutes, un certain nombre basculent sur de l'électrostimulation. Aucune idée. Et c'est vrai que nous, on peut intervenir au domicile et on va venir en complément des accompagnements d'un kinésithérapeute, etc. On va avoir une autre approche, oui. Ouais, je ne sais pas du tout, du coup, désolée. Ça reste discutable sur le fond, d'où ma question. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Juste pour compléter cette histoire-là, en réanimation, ça ne marche pas l'électrostimulation. Et deuxièmement, pour avoir par exemple un effet anti-inflammatoire de la mobilité musculaire, de la contraction musculaire, il faut que le muscle il bouge en même temps que l'articulation. Sinon, ça ne marche pas. Par exemple, sur l'interleukine 10, il n'y a pas d'effet de l'électrostimulation. Donc, je pense que ça peut être dans des cas extrêmes où on ne peut pas faire autrement, extrêmement intéressant. Mais en dehors de ces cas extrêmes, je pense que ce n'est pas du tout à recommander. Je précise que l'hypnose ericksonienne, notamment, elle est née précisément comme ça. Milton Erickson avait 17 ans, il était en train de mourir tout seul avec sa maman qui était avec le médecin, en train de lui expliquer qu'il allait y passer. Et je vous la fais très courte, comme ça vous irez vérifier par vous-même. Il s'est dit pendant la nuit, mais même pas en rêve, je vais vivre. Et il a imaginé tout seul un truc qu'il savait déjà faire depuis qu'il était tout petit. Il s'est dit, je vais tout réapprendre, puisqu'il était totalement allongé, complètement paralysé. Et de cette crise, il en a fait un style. Hein, il est devenu le fondateur de l'hypnose. Et comment il a fait? Il a tout réappris en le voyant et en le répétant à l'intérieur de lui. Il a fait un sport permanent à l'intérieur de lui et il s'est rééduqué comme ça. Juste en observant ce qu'il voyait qui était fait dehors, il le refaisait dedans pour réapprendre tous les mouvements. 3 ans après, il était déjà en train avec ses copains de faire du canoë-kayak. Et 10 ans après, il était médecin. Non. Oui, si vous avez... Les questions sont ouvertes. De plus en plus, dans les journaux, on voit qu'il y a, dans un futur assez proche, la détection de cancer de la prostate par l'urine. Et je pense que ça pourra persuader beaucoup de gens de faire un peu plus de détection. Alors, où est-ce qu'on en est avec cette... Alors, il y a différents biomarqueurs. Les biomarqueurs aujourd'hui urinaires détectent bien le cancer de la prostate. Ils ont l'inconvénient d'être chers et de ne pas avoir une supériorité, je dirais, à l'IRM parce que leur prescription est en deuxième intention, le PSA étant la première intention. Et s'il y a une anomalie derrière de confirmer par l'IRM, et donc ils sont devenus un peu obsolètes à cause de ça. Alors reste le champ de nouveaux biomarqueurs qui seraient accessibles sur le plan économique qui pourraient remplacer, entre guillemets, un dépistage avec des meilleures performances que le PSA pour un coût, on va dire, au moins identique. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Après, il y a d'autres tests, je dirais, sanguins qui peuvent être couplés au dosage du PSA, en particulier, qui sont des tests qui peuvent identifier les formes à risque, c'est-à-dire d'avoir en même temps on va dire le facteur de risque génétique, de savoir si on est à haut risque ou pas haut risque,
et d'y associer en même temps des variations épigénétiques, puisque vous avez dû voir qu'il y a un certain nombre de sociétés avec des résultats intéressants qui montraient donc qu'il était possible d'améliorer, je dirais, le diagnostic précoce avec ce type de marqueur. Le concept est essentiellement aujourd'hui médico-économique, c'est-à-dire que le PSA, ça coûte vraiment pas grand-chose. Si vous faisiez du PSA coûtant, ce serait à moins de 5 €. Voilà. Et c'est ça reste un excellent marqueur de tri à différents niveaux, parce que si vous le faites très précocement, il est déjà prédictif du risque en fait d'évolution vers un cancer. Et lorsqu'il est fait dans le cadre du screening à partir de 50 ans ou un peu plus tôt chez les gens qui sont à risque génétique familial, eh bien, il a une très bonne sensibilité. La seule chose, c'est qu'il n'est pas spécifique. Donc derrière, il faut faire d'autres examens. Et ces autres examens, l'IRM a pris toute la place parce qu'elle permet d'avoir une très bonne spécificité, c'est-à-dire confirmation du cancer, et puis de voir où est la lésion suspecte pour orienter les biopsies, ce qu'aucun marqueur évidemment urinaire ne peut faire. Vous pouvez confirmer en fait qu'il y a quelque chose sur le PSA, mais de toute façon derrière il faudra faire l'IRM et vous n'aurez rien de plus. D'autre part, vous avez parlé de nutrition et les fruits et les légumes à l'heure actuelle c'est plein de pesticides. Alors que faire? Les miels sont 100% bio. Alors, pas dans le cadre du cancer, mais dans le cadre de la prévention des cancers, qu'ils soient avec ou sans pesticides, ils ont une action préventive. Donc pour l'instant, on en fait la promotion, quel que soit le statut bio ou non bio. Si à terme, on arrive à avoir des produits de meilleure qualité, même si pour l'instant, ce n'est pas absolument démontré que ça serve à quelque chose, tant mieux. Mais il ne faut pas trouver, entre guillemets, des mauvaises raisons de ne pas consommer des fruits et des légumes. Voilà. Bon, comme nous sommes au ministère de la Santé, et de la prévention, j'aimerais bien qu'on rappelle, puisqu'on a quand même évoqué pas mal le dépistage, etc., le coût d'un PSA. Oui, j'ai repris Voilà. moins de 5 € Bon. au prix coûtant. Ce qui veut dire que c'est une somme totalement dérisoire et qu'il est absolument lamentable qu'aucun des différents responsables de ce ministère ait pu prendre une décision. Ce n'est pas un argument concernant... contre le dépistage, voilà. C'est d'autant moins un argument, c'est que, comme on l'a vu aujourd'hui, la prescription, 70% des PSA sont prescrits à 70 ans, ce qui est trop tard, et seulement 30% à l'âge où ils devraient à 50 ans, et que si vous transposez simplement ça en organisant les choses, vous aurez le même nombre de PSA, mais ça deviendra utile. Oui, bonjour. Alors j'ai plusieurs questions. Moi, je veux surtout témoigner. J'ai fait une lettre à notre cher président, il est parti, ancien président d'honneur. En 2022, janvier 2022, on me fait 100% de mes IRM, zéro, rien. On me fait une biopsie à Tournord, dans une clinique, et on me dit glaison 6, et on me dit, allez, hop, 15 jours après, on va t'enlever la prostate, etc., etc. Et puis, on m'a bien indiqué tout ce qui a été dit aujourd'hui, hein, toutes les conséquences, évidemment, de la prostatectomie, là, hein, voilà. Et je tape sur Google « Arrivé chez moi », chef d'entreprise depuis 30 ans, j'ai dit, je vais quand même réfléchir sur la question. Je tape « cancer de la prostate » et gligne, Anamaka, tout de suite. Et donc, je lis le truc, et même pas une demi-heure après, j'appelle, et on me dit « Mais monsieur Fagé, attention, il faut faire un deuxième avis. » Et donc, je tombe sur le professeur Cusneau, ici présent, qui me fait un deuxième avis et qui me dit « Oh là là, stop, surveillance active. » Donc, on était au début fallait absolument. Et donc, je fais cette surveillance active et c'est la suite qui est intéressante. Et merci, cher professeur, et merci à l'ANAMACAP, parce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est bien cette deuxième avis et surtout tout ce que j'ai pu lire sur ce que fait l'ANAMACAP, hein, voilà, et le comité scientifique aujourd'hui, que j'ai pris la décision de dire « Oh là là, je suis ». Et puis évidemment, j'ai quitté cette clinique. Aujourd'hui, je suis suivi par le professeur
de Tours, donc professeur Bruyère, qui a créé l'Institut de la prostate à Tours, et qui est le professeur de... Voilà. Et il me fait, l'an dernier, donc en 2024, écoutez bien la suite quand même, et c'est pour ça que j'arrive à la question, et c'est pour donner un peu de bonheur à tout le monde, il me dit, écoutez, monsieur Fagé, en 2024, donc deux ans après, je vous refais une biopsie. Alors, sachant qu'à chaque fois, je fais le deuxième avis via la NAMAGAP, et qui me dit, oh là là, le professeur Desgrands-Champs à Paris, non, pas de biopsie, parce que nous, on n'est pas forcément pour. Enfin, vous savez, vous connaissez le sujet. Et puis, alors, bon, le professeur Bruyère, je lui dis, écoute, biopsie, si c'est les élèves, non. Il me dit, non, c'est moi, monsieur Fagé. Bon, ok, je la tape. Et donc, me voilà arrivé avec lésion 0. 7 échantillons, 0 cancer de la prostate. En 2 ans. Alors, j'ai posé des questions, je ne sais pas si vous les avez eues, cher professeur. La première question, je fais alors tout ce que vous avez dit aujourd'hui. En alimentation, j'ai 8 à 10 légumes tous les jours, des protéagineux. Bon, enfin, j'ai plusieurs agriculteurs bio autour de moi, que j'ai installés d'ailleurs, puisque c'était un peu mon métier aussi. Et puis, poissons sauvages, enfin, etc. Je marche le plus possible, 15 km par jour. Enfin, j'essaye. Et etc., etc. En fait, je me sens bien dans tout ce que vous avez dit. Je me demande même ce que je fous là. Mais bon. Mais je suis très content d'être là et je vais y rester parce que grâce à l'association, j'ai pu prendre un peu de recul sur moi-même. J'ai fait mon chef d'entreprise sur ma santé et j'ai dit, mais voilà. Alors, donc aujourd'hui, j'ai posé plusieurs questions. Peut-on passer de Gleason 6 – enfin, il y avait 3 à gauche et 1 à droite. Donc 4 échantillons sur 6 cancéreux, avec une PSA de 7 à 0 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, 0, c'est ce que dit la biopsie. Non. Attention, c'est ce que dit la biopsie. On est sur un échantillonnage, donc vous avez peut-être quelque part... Oui, mais fait par le professeur Bruyère quand même. Oui, il a pris son temps. Ces lésions ne se voient pas, et même si vous faites 30 biopsies dans la prostate, vous n'explorez que si vous les faites de façon systématique. Donc, c'est pas forcément vrai, alors. C'est pas forcément vrai, mais c'est un argument surtout pour ne rien faire, parce que ça veut dire que vous avez derrière la question, c'est la fiabilité de la biopsie, en fait. La fiabilité de la biopsie. Vous pouvez en dire 2 mots de ça? La fiabilité, elle a beaucoup augmenté grâce à l'IRM. Oui. Et à partir du moment où on ne voit rien en IRM, vous retombez sur des biopsies systématiques qui aujourd'hui sont de plus en plus critiquées, qui vont sans doute disparaître, sauf pour certains facteurs de risque particuliers, parce qu'on sait très bien qu'on peut tomber sur ces quelques glandes que 60% des hommes ont après 50 ans, parce que ces glandes, quelques glandes microscopiques, en fait, je dirais que naturellement, dans le vieillissement prostatique. Des glandes cancéreuses qui font partie du vieillissement prostatique. D'accord. Oui. Alors, OK pour cette fiabilité. Est-ce que le corps peut réparer, faire disparaître? C'est la question que je me pose et je vous la pose. Qu'est-ce qui aurait pu faire que je suis passé de Gleason 6 à Gleason 0? Alors, sur des lésions très microscopiques, aujourd'hui, on peut avoir des arguments sur certaines, en effet, qui peuvent disparaître. Un certain nombre disparaissent, qui était à la base d'une réflexion au départ sur leur réversibilité avec la baisse hormonale liée à l'âge. Voilà. Et après, il y a l'alimentation, c'est-à-dire qu'il y a certains facteurs d'inflammation prostatique et alimentaire dont on sait qu'ils entretiennent en fait ces lésions. Donc, si on supprime l'énergie excédentaire, enfin les sucres, on garde bien sûr les fructoses, on garde certains amidons, etc., mais on supprime tous les sucres, tout le pain, tout ça, ça a disparu pour moi. C'est vraiment légumes, fruits et puis poissons. Voilà. Donc, vous dites que si on supprime, parce qu'on sait très bien que les cellules cancéreuses, c'est ça la question, sont gourmandes de sucre, et plus on met du sucre, plus on va les aider à se développer. Donc si on supprime tous les sucres, est-ce qu'on peut les aider à mourir? C'est ça la vraie question. C'est pas si simple. Non, mais c'est une question. Comme ça, comme vision, mais... Sur le long terme, pas sur le court terme. On change des facteurs métaboliques dont on sait qu'ils sont importants. Non, c'est pas possible. Premièrement, parce que vous n'êtes pas que des cellules cancéreuses. Oui. Vous êtes des cellules cérébrales, à l'évidence. Oui.
des cellules musculaires à l'évidence, Oui. et plein d'autres. Oui. Et toutes ces cellules ont besoin de glucose. Mais nos globules blancs et la phagocytose, ils ne peuvent pas les bouffer Non. Non. Donc, Dommage. si vous coupez le robinet du sucre à vos cellules cancéreuses, vous allez couper le robinet du sucre à toutes les cellules de votre organisme. Donc, Oui, mais il est vrai que les cellules cancéreuses sont plus gourmandes en sucre que nos cellules. oui, c'est pour ça qu'on fait des PET scans. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire que le volume cellulaire total de votre cancer, il est bien inférieur au volume cellulaire de tout le reste de votre corps. Oui. Et donc, il va bien falloir l'alimenter, le reste de votre corps. Le vrai souci, c'est les capacités d'adaptation. Les capacités d'adaptation des cellules cancéreuses, ça dépend des modèles, hein, évidemment, mais il est très important. C'est-à-dire que dans des modèles, même in vivo, on a pu montrer que les cellules cancéreuses, si elles n'ont plus de glucose, elles ont au niveau des mitochondries, donc des organes énergétiques de la cellule, des espèces de girouettes métaboliques qui vont réorienter le métabolisme et utiliser d'autres nutriments, comme par exemple les acides aminés ou les acides gras libres, pour fabriquer de l'énergie. Donc elles sont capables de se priver de glucose. D'accord ? Par contre, en situation inflammatoire, c'est-à-dire dans des situations de maladie chronique et en particulier de cancer où il y a de l'inflammation en permanence dans le corps, eh bien, l'adaptation des cellules normales, elle est altérée. C'est-à-dire qu'elle ne va plus utiliser le tissu gras, éventuellement en situation de carence de glucose. Et elle va utiliser un truc qui peut le remplacer, qui s'appelle le muscle. Donc, le vrai souci, c'est que les systèmes d'adaptation étant altérés et les cellules cancéreuses, eux, ayant des capacités d'adaptation extrêmement importantes, eh bien, la résultante, c'est que dans la plupart des cas, vous allez éventuellement perdre du gras, mais surtout, vous allez perdre de la masse musculaire. Et plus vous perdez de masse musculaire, plus vous perdez des chances d'améliorer votre état général et de répondre correctement au traitement. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis un peu dans le cadre de... On fait tout ce qui a été dit aujourd'hui. Hein, je vous prends les uns après les autres, ça n'a pas de problème. Et l'immunité, alors, dans tout ça, parce que plus on fait, plus on gonfle l'immunité. Est-ce que l'immunité peut... Et j'arrête. Hein, juste un dernier mot. Je fais partie de ceux qui vont au Mont Ventoux avec l'ensemble de l'affût, d'accord ? J'y étais l'an dernier, j'ai monté avec Bernard Hinault. Et vous pouvez venir, hein, c'est ce que je voulais le dire, ça, parce qu'on entre dans... J'ai monté tout le Mont Ventoux, 25 km de côte, hein, donc c'est bien, c'est bien. Et donc, je vous invite, c'est le 30 août, et j'arrête. Le 30 août de cette année-là, on monte le Mont Ventoux, et la veille, je suppose que vous avez la réunion de l'affût à Avignon, hein, c'est ça. Voilà. Donc l'immunité est un facteur évidemment modulé par la nutrition. Moi, j'aurais une question. J'aurais une question qui s'adresse aux oncologues. Pardon. On parle de plus en plus d'allègement de traitement pour des malades qui sont sous hormonothérapie de première génération et seconde génération ou abiraterone. Dans quel cas est-ce possible de supprimer l'hormono de deuxième génération ou l'abiraterone? Et est-ce possible pour des malades qui ont eu des métastases ganglionnaires, qui ont eu des métastases osseuses? Et question subsidiaire, dans ce cas, quid du sevrage des corticoïdes pour ceux qui ont de l'abiraterone, puisqu'on prescrit 5 mg pour les cancers hormonosensibles et 10 mg pour les cancers non hormonosensibles. Merci de votre réponse. Ouais, merci. Alors déjà pour l'abiraterone, en fait, comme ça castre la surrénale pour les corticoïdes, le fait d'avoir des corticoïdes associés dans le traitement, abiraterone, prednisone, c'est pas des corticoïdes par excès, c'est juste pour éviter que vous fassiez une insuffisance surrénalienne aiguë. Donc c'est pas un traitement, c'est pas pour augmenter l'essence dans le moteur, c'est juste pour éviter que vous fassiez que la voiture soit en panne sèche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est la première chose par rapport aux corticoïdes. C'est pas des corticoïdes en plus qui vont vous. C'est juste pour éviter que vous fassiez un problème
d'insuffisance surrénalienne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, maintenant, par rapport à la désescalade thérapeutique, c'est d'un dont vous parlez. Donc, il y a 2 essais actuellement donc, en cours en France. Il y a l'essai Libertas et puis l'essai de l'ORTC, du groupe européen de cancérologie, pour voir justement chez les patients qui répondent très, très bien à l'hormonothérapie initialement avec l'ADT, les agonistes, plus la biratérone, par exemple, si au bout de 6 mois, le PSA est en dessous de 0,2, à ce moment-là, les patients sont randomisés, sont tirés au sort entre j'arrête la biratérone ou je continue les 2 traitements pour voir si ça a un impact sur la survie, etc. Mais c'est un bon choix. Là, ce matin, j'ai été en consultation. J'avais un patient qui était sous justement agoniste plus abiraterone depuis 2 ans et demi. Il a des métastases ganglionnaires et osseuses. Il a un PSA à 0,02, donc il a un PSA pratiquement indétectable. Il ne supporte pas bien l'hormonothérapie. Dans un premier temps, je vais arrêter la biratérone. Puis si dans un an, son PSA est toujours indétectable, peut-être que j'arrêterai l'agoniste de la LHRH, mais après une imagerie pour me rassurer. Pour l'instant, ça, c'est hors protocole, donc je fais ça un petit peu comme ça à l'aveugle avec mon sentiment de médecin, mes caractéristiques de médecin, mais on attend ces résultats-là d'études cliniques prospectives pour voir si justement ça corrobore le fait d'avoir une désescalade thérapeutique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on tient compte en fait du PSA, et là je rentre du Congrès américain de cancérologie à Chicago, où il y a une présentation qui s'appelait Iron Man, comme l'homme de fer, où ils ont démontré qu'en fonction du cut-off de PSA, ceux qui ont en dessous de 0,2, ceux qui ont entre 0,2 et 0,02, et ceux qui ont en dessous de 0,02, qui est un taux pratiquement plancher, eh bien ceux qui ont en dessous de 0,02, ils ont une survie qui est très très prolongée. Et peut-être que ces patients-là, justement, il faut arrêter les traitements. Donc ce qu'on peut également, ce que j'aurais juste ajouté, c'est qu'on a des bases moléculaires aujourd'hui. On sait qu'un petit sous-groupe de tumeurs qui ont des mutations, qui sont des mutations d'un gène qui s'appelle SPOP, qui sont des... Et ces tumeurs répondent, ils sont classés comme des hyper-répondeurs en fait, je dirais à la privation androgénique, avec des réponses tout à fait complètes et durables. Donc en fait, il y a des sous-populations pour lesquelles, même pour une maladie qui pourrait apparaître grave, on peut avoir une réponse tout à fait complète. Bon, ce n'est pas les plus fréquentes, mais le mécanisme entre guillemets moléculaire et son décryptage est aujourd'hui en partie connu. Bonjour, merci pour votre journée, ça m'a intéressé. J'ai une question pour revenir sur le dépistage. Donc si j'ai tout bien compris, on est un peu en retard comme nos cousins belges, notamment pour le dépistage précoce. Vous parlez de sélectivité donc, c'est-à-dire peut-être des terrains génétiques à risque avec un cancer de la prostate dans la famille. Est-ce que la piste du milieu professionnel est étudiée? Donc des professions exposées à des produits autres pour éventuellement prescrire ces dépistages un peu plus tôt. Merci. Alors, aujourd'hui, bien sûr, la piste professionnelle est exposée, enfin, est explorée, pardon. Exposée. Vous savez que, bon, différentes raisons, la chlordécone, par exemple, qui est un pesticide anti-androgène, était considéré comme maladie professionnelle. Bon. Il faut savoir, et c'est une évolution que ce n'est pas tout à fait causal, mais que ces perturbateurs endocriniens, ils agissent de 2 manières. Vous avez des perturbateurs endocriniens qui sont comme les androgènes, c'est-à-dire qui vont plutôt favoriser l'émergence du cancer. Et puis il y en a d'autres qui sont plutôt anti-androgènes, qui à la limite sont un peu protecteurs. Leur seul inconvénient, c'est qu'ils ne sont qu'un tout petit peu protecteurs et qui baissent le taux de PSA et que donc ils vont, si jamais il y a un cancer, engendrer un retard diagnostique avec un diagnostic qui va se faire à un stade plus avancé parce que le PSA ne sera pas élevé à cause de ces perturbateurs. Comme les gens qui sont obèses, par exemple, ou qui prennent un médicament bien connu, par exemple, qui se donne dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est le finastéride ou le dutastéride, qui est son cousin, où on sait que quand un patient a un taux de PSA et qu'il a ce médicament, il faut multiplier par 2 le taux de PSA pour le corriger et en avoir sa vision réelle. Donc on est un peu dans ce schéma-là aussi, avec en effet dans le milieu professionnel tout ce qui module les aspects, on va dire, hormonaux. Donc ils peuvent être d'un côté ou de l'autre côté, mais dans l'autre côté, il faut se méfier du retard diagnostique lié à l'impact sur le PSA. Alors après, il y a des choses qui sont assez à la mode. On parlait du cadmium, aujourd'hui, c'est dans toutes les...
Donc, les radios. Sinon, il n'y a pas vraiment, pour le cancer de la prostate, d'autres facteurs aujourd'hui reconnus. Le facteur génétique est le facteur le plus important, qui n'est pas forcément une hérédité simple comme on la conçoit, qui fait intervenir plusieurs gènes et des origines de population. Mais les facteurs hormonaux, voilà, de perturbations en milieu professionnel ou pas, sont à prendre en compte, pas forcément comme des facteurs qui causent la maladie, mais comme des facteurs qui peuvent influencer sa détection. Bonsoir. Merci beaucoup à Lana Macap et au professeur Cusneau. J'aurais bien aimé, mais bon, c'est juste dans le temps, qu'on puisse quand même aborder un tout petit moment les effets secondaires de la radiothérapie, malgré l'absence du professeur Bolla. Et puis, j'aurais bien aimé aussi que la question tarifaire pour ma villa ne soit pas évacuée. Voilà. Et pour Ciel aussi, les programmes qui sont des adjonctions payantes, en connaître les tarifs. Merci. Je répondrai peut-être très rapidement sur la radiothérapie, mais on peut partager ça. Bon, l'application de la radiothérapie, on sait qu'elles impactent la sexualité parce qu'elles englobent en particulier les bandettes neurovasculaires qui sont en périphérie de la prostate lorsqu'il y a un traitement global, que cet effet est un peu différé dans le temps. Donc il y a moins de troubles de l'érection précocement, mais ça va rejoindre la prostatectomie à 5-6 ans, quand on regarde en fait les études randomisées qui ont été faites récemment, mais sur de longues périodes. Il y a évidemment moins d'incontinence urinaire. Il peut y avoir des complications aiguës qui sont embêtantes à gérer, comme des rétrécissements de l'urètre, mais ce n'est pas les plus fréquents, c'est que quelques pourcents. Donc globalement, les troubles de l'érection différés dans le temps pour rejoindre à terme ceux de la prostatectomie, beaucoup moins de complications urinaires à type d'incontinence urinaire, il y en a relativement peu. Souvent dans les suites du traitement, les gens font pipi un peu plus souvent et autres, mais ça se gère en fait aussi avec des médicaments, et puis ça va s'estomper dans le temps. Et puis, il y a un sous-groupe de patients qui sont hypersensibles aussi pour des raisons génétiques aux rayons. Bon, aujourd'hui, on commence à comprendre, il y a même des tests qui sont développés, mais ils ne sont pas encore commercialisés pour la prostate, comme le test de Novagré dont on parle depuis assez longtemps, qui étudie cette espèce de radiosensibilité en fait individuelle. Donc, ces patients peuvent faire des complications graves, mais ça représente, entre guillemets, une petite niche. Et aujourd'hui, ces patients, je dirais, pourraient être détectés comme pour le sein avec ces nouveaux tests. Et puis ce que l'on sait, c'est que les facteurs aggravants aussi de ces complications, c'est le tabac, le diabète par exemple, donc qui sont des facteurs, on va dire, aggravants de ces complications à long terme de la radiothérapie, avec entre autres des néovaisseaux qui se développent dans la prostate et dans la vessie et dans la paroi du rectum, qui peuvent être à l'origine de saignements. Donc ça, c'est relativement fréquent. Ça peut se gérer en gastro-entérologie avec des traitements locaux ou avec des traitements par laser. Dans la vessie, c'est la même chose, mais ça peut être assez embêtant. Ça représente 10 à 20%, et c'est souvent très retardé, c'est-à-dire plutôt entre 5 à 10 ans après le traitement. Oui, déjà, bienvenue. Je vous accueillerai. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un choix en 2 temps. Le premier temps, je vous l'ai expliqué, il est gratuit, il concerne exclusivement les patients. 4 séances sont offertes. Avant, tout était gratuit. On va dire que financièrement, on ne s'en sortait pas, et puis il y avait quelque chose qui n'était pas ajusté. Et donc, en s'installant en ville, en prenant nos responsabilités, on s'est rendu compte que non seulement nous,
Si nous voulions avoir une équipe qui soit costaude, sérieuse et qui reste, il fallait que nous évoluions sur la question du rapport à l'argent. Donc, on a créé un autre processus qui poursuit le premier, les 4 premières séances gratuites. C'est un processus solidaire avec une grille. Le tarif moyen pour une séance, c'est 60 €. Si quelqu'un a des difficultés, on le voit avec le coordinateur de soins et on a un tarif pour tous ceux qui sont en réelle difficulté qui est de 35 €. On n'a jamais mis quelqu'un à la porte. Même si quelqu'un avait des difficultés encore plus grandes, on trouve ensemble une solution pour qu'il y ait une forme, j'ai envie de dire, de donnant-donnant, on va dire, de réciprocité. Je donne et je reçois. Voilà. Il y a des mécènes, parce que le plus fort de notre travail consiste quand même, vous savez bien qu'on est une association, donc le plus fort de mon énergie comme la tienne ou d'autres, c'est d'aller chercher les mécènes. Les mécènes cherchent à pallier, puisque tous nos thérapeutes sont payés, quoi qu'il arrive. Donc, côté patient, voilà, c'est gratuit au début, ensuite on bascule en formule solidaire. Côté thérapeute, c'est clair, tout le monde est toujours payé. Et on a des tarifs évidemment qui diffèrent quand c'est des groupes. D'accord ? Donc la participation pour un groupe varie entre 10 € jusqu'à 20 €. Voilà, c'est selon, et c'est surtout, ça je vous parle, tarif horaire de groupe. Si on bascule sur des ateliers qui durent une demi-journée ou une journée, on est dans des forfaits à chaque fois. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un qui ait été mis à la porte. Et du coup, côté séjour, parce qu'on pourrait complètement imaginer que vous êtes allé prendre quelques ateliers chez Mavilla, il y a le désir d'un temps de séjour, où nous, en séjour, on pourrait orienter vraiment, je me dis, les franciliens qui ont envie de continuer, parce qu'il y en a beaucoup qui découvrent les soins de support à ce moment-là. Il y a vraiment quelque chose à faire circuler. De notre côté, alors on est comme toi, merci à tous nos mécènes. En fait, on va donc ces 5 jours, on est dans des gîtes qu'on choisit pour leur beauté, dans des environnements qui sont des environnements apaisants. Les personnes sont en chambre individuelle. On est en pension complète. Il y a un cuistot qui est donc là sur place et qui mange avec les convives, ce qui est toujours un peu étrange parce que tout le monde commente ce qu'il a fait. Mais c'est l'occasion de donner des conseils, mais ils n'ont pas l'habitude. Donc on a vraiment des cuistots maintenant qui sont rodés à ça. Et il y a toutes les activités. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer le quotient familial. Et donc, les personnes vont participer à hauteur de entre 50 € et jusqu'à 1 000 €, sachant qu'un séjour, en fait, c'est affiché 2 200 €. Mais en vrai, si on prend tout, dont la recherche de mécènes, dont l'innovation, dont, etc., les adaptations, c'est beaucoup plus. On est sur une base 3 000 € à peu près par personne. Donc, nous, on a fait le choix en tant qu'association de privilégier vraiment l'accessibilité pour ne pas surajouter une difficulté à une difficulté qui est là. Derrière, on accompagne les personnes qui partent à demander des prises en charge auprès de leur mutuelle, parce que ça peut venir aussi combler. Et puis le reste, c'est le grand pot des mécènes qu'on peut remercier sincèrement, chaleureusement, d'être à nos côtés. Donc ça peut être des fondations. Nous, on n'a juste pas, mais peut-être c'est le moment de les nommer quand même pour les remercier. Mais pour nous, on va avoir la Fondation L'Oréal, on a la Fondation du Luxembourg qui héberge différentes autres fondations, on a aussi le Crédit municipal de Paris, on a Territoire de santé demain à Strasbourg. Enfin, voilà, il y a toute une myriade d'acteurs qui nous soutiennent et qui sont touchés par ces situations-là et qui, du coup, accompagnent. Et il y a aussi tous les donateurs individuels, tous les petits, tu le sais aussi, les petits ruisseaux font des grandes rivières. Pour que ça puisse exister, il faut de l'énergie et aussi l'énergie argent. Parce que pareil, tous nos intervenants sont payés, on ne souhaite pas dégrader en fait l'intervention du soin qui est sous-valorisée. Le soin, ça a de la valeur, donc ça mérite d'être rétribué parce qu'on donne du soin. Donc on s'impose ça aussi. J'espère que ça répond à votre question et que c'est clair. Super. Ah, par contre, désolé, j'ai oublié de dire, les frais de trajet, par contre, sont à la charge de la personne. Voilà. Sinon, on a un fonds de solidarité quand c'est trop difficile. On va devoir interrompre cette séance très fructueuse. Peut-être qu'on peut faire quelques questions, peut-être après directement. Donc, j'aurais essayé surtout remercier tous les intervenants de la journée, notre invité d'honneur représentant Europa Uomo. Aussi vous remercier tous parce qu'en fait, comme vous l'avez compris, les échanges entre les orateurs, les échanges entre vous et les échanges publics apprennent beaucoup à chacun. Et ça, c'est ce qui est assez particulier de
la journée scientifique, parce qu'on est tous réunis. Et c'est quelque chose qui pour moi a toujours été important. C'est d'avoir des questions qui venaient de votre part, parce que ça permet de réfléchir et ça nous permet à chacun aussi de s'améliorer. Et puis je pense que pour vous, ça vous permet d'accompagner les nouveaux patients. On parlait ce matin des patients compagnons. Et ça, c'est quelque chose qui est une force majeure de la NAMACAP. En tout cas. On remercie bien sûr aussi nos sponsors qui ont été fidèles. Patrick, tu voulais dire quelque chose ? En fait, c'est fini parce qu'on a atteint l'heure qui nous était allouée, mais je vous invite, pour ceux qui le veulent, à ce titre individuel, de pouvoir poser leurs questions si nos orateurs ne sont pas trop pressés. Mais il y en a qui ont des obligations, entre guillemets, de transport, donc on est malheureusement obligé de respecter le timing de la salle.